La grande interview aujourd'hui, c'est avec Irénée Regnault, doctorant à l'École des hautes études en sciences sociales. Il travaille sur ces sujets d'éthique des technologies dont je vous ai parlé dans ce sommaire. Il est cofondateur en 2017 de l'association Le Mouton Numérique. Je crois que c'est comme ça que je vous ai identifié d'ailleurs, Irénée. Donc ça remonte à cette époque-là. Donc Le Mouton Numérique qui interroge sous ces dimensions sociales, politiques, environnementales, cette transformation numérique. Vous êtes aussi, Irénée, l'auteur du blog « Mais où va le web ?» ou encore, je peux citer un ouvrage, « Technologie partout, démocratie nulle part, plaidoyer pour que les choix technologiques deviennent l'affaire de tous », que vous avez écrit avec Yael Benayoun, merci, et paru aux éditions FIP en 2020. Est-ce que vous diriez, Irénée, que vous êtes un technocritique ? C'est dur de commencer par cette question. Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où le spectre de la technocritique, il est très large. C'est un néologisme qui est fondé en 1975 à la base, qui va poser quelque part un mot sur plein de mouvements critiques des techniques qui ont émergé depuis en fait la révolution industrielle. Mais il y a plein de branches en fait, si vous voulez, dans la technocritique. Donc, alors parlez-nous justement de ce mouvement, ou de ces mouvements plutôt, technocritiques. Comment ils évoluent actuellement et quelle ampleur ils ont pris ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ne cessent jamais d'exister, mais ils se renouvellent en permanence et souvent par le prisme de nouvelles technologies, de nouvelles infrastructures qui font débat. Donc, on a beaucoup de mouvements technocritiques, la fin des années 90, 2000, sur les OGM, le nucléaire, des débats, des concertations, des controverses, etc. Et aujourd'hui, effectivement, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, principalement des LLM, en fait, des modèles de langage, on assiste à un renouveau par ce prisme-là, mais ça ne veut pas dire que les autres questions derrière ne sont plus posées, questions énergétiques notamment. Et donc ça revient à travers tout un tas de formes qui peuvent être des plus radicales, du côté de groupes anarchistes très revendiqués, à des groupes qui le sont moins et qui vont quand même se déplacer, par exemple, sur le terrain des centres de données pour aussi se confronter à des grands projets qu'on pourrait qualifier parfois d'inutiles ou en tout cas qui sont peu discutés. Et puis toute une constellation de groupes, on en voit en permanence en fait, syndicats, professeurs, enseignants, dans le monde de la santé, etc., qui eux se revendiquent pas forcément d'une technocritique à proprement parler, parce que c'est un terme en réalité un peu pour les intellos, mais qui ont des critiques quand même à faire sur l'utilité des technologies et qui questionnent, qui voient aussi parfois qu'ils sont d'une certaine manière déclassés. On le voit tous, que ce que fait l'intelligence artificielle, le prétexte qu'elle est parfois pour faire des choses alors qu'on pourrait faire autrement. Et donc aujourd'hui, vous avez par exemple des groupes très intéressants dans la traduction qui, au-delà de critiquer, revendiquent aussi une profession, des pratiques et qui montrent qu'ils ne sont pas automatisables dans les termes de l'intelligence artificielle, en fait. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Ça nous permet de découvrir ce qui est vraiment un métier, au-delà de la façon dont on l'automatise, qui est souvent biaisée. Oui, moi, ce que je dis souvent, c'est que finalement, c'est l'occasion jamais de montrer la valeur que l'on propose, que l'on apporte dans la réalisation de nos métiers ou même dans notre quotidien. Pour autant, oui, il y a certaines personnes qui se sentent exclues et c'est pas forcément juste un sentiment. Non, c'est pas du tout un sentiment. Enfin, ce que la sociologie du travail notamment observe depuis plusieurs années, à la fois en allant voir ces groupes et en faisant des ethnographies situées, c'est-à-dire en suivant les gens. On ne peut pas prendre de décision sur la qualité d'un travail sans le regarder de près. Il y a toujours, par exemple, cette vulgate de l'intelligence artificielle qui est de dire on va remplacer les tâches fastidieuses. Mais ça ne se passe pas comme ça. Un sociologue ne voit jamais ça. Il voit que parfois c'est le cas, et que quand on supprime une tâche fastidieuse, peut-être que c'était un repos cognitif qu'on évacue et du coup on en vient à densifier le travail. Et donc ça c'est très important, puisque ça change les journées. La délégation des tâches automatisées, ça vous n'y croyez pas par exemple ? C'est pas que j'y crois pas. En fait, tout est question aussi de contexte, d'organisation autour de la technologie, de la façon dont tu l'utilises aussi, même si elle est jamais neutre. D'une certaine manière, c'est vrai qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles, elles ont quand même plutôt tendance à vous extraire, j'allais dire de la plus-value, mais c'est un petit peu ça, en fait, de la connaissance, des compétences cognitives, et à vous redisperser sur de la vérification, de la relecture, qui sont des tâches potentiellement plus compliquées, moins intéressantes. Oui. Et sans compter qu'on entraîne ces intelligences artificielles. Si on peut devenir des ouvriers du numérique et de l'IA. Mais c'est un peu le principe. Certains auteurs, sociologues aujourd'hui parlent de taylorisation. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent les IA qui ont ce sentiment-là. Pas tous. Parfois, ce sont des sentiments mêlés. Par exemple, quand on regarde les informaticiens, les développeurs, on y découvre aussi des choses. On apprend des compétences, comme par exemple apprendre à prompter, pas comme vous et moi, vraiment comme un vrai informaticien peut prompter une IA pour qu'elle code ou qu'elle recode correctement. C'est pas du tout l'usage qu'on peut en avoir dans l'usage de tous les jours. Mais pour autant, encore une fois, le métier se déplace.
Le métier se déplace toujours, il change. On compare souvent l'IA, par exemple, à un stagiaire ou un assistant. Moi, j'entends tout le temps ça. C'est quand même un assistant qui a un pouvoir de transformation sur votre travail qui est énorme, en fait. Donc, c'est pas juste un assistant, en fait. Ces mouvements technocritiques, et on va même donc adresser maintenant ce front anti-IA que moi j'ai vu émerger en particulier au moment du sommet international organisé par la France sur l'intelligence artificielle, où on a vu un contre-sommet s'organiser et puis des mouvements anti-tech se manifester. Il se radicalise, il est important ce mouvement anti-IA, ce front anti-IA selon vous ? Et il est particulièrement français aussi, je comprends non, la il question. n'est pas français. On en voit à l'international. Certains groupes français vont aller rayonner à l'international et inversement, certains groupes internationaux vont créer des sortes de succursales en France. Okay. Par exemple, la rhétorique de la pause, faire une pause dans l'IA, c'est quelque chose qui est plutôt né en Angleterre, aux États-Unis et qui a été importé. Est-ce qu'il se radicalise ? Mais en fait, à la hauteur de ce que la technologie fait, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui intervient en miroir pour des raisons qui sont aussi justifiées par ces personnes, c'est-à-dire des désastres environnementaux, de l'accaparation des terres, notamment pour implanter les data centers. L'IA, c'est aussi quelque chose de très physique, si vous voulez. Donc ça donne lieu à des prises territoriales qui elles-mêmes vont engager des publics à s'y investir pour dire pourquoi là, pourquoi nous, est-ce que c'est cette IA-là qu'on veut, vous voyez ? Et enfin, au-delà de qualifier les uns et les autres de plus radicaux ou pas, et c'est très bien qu'il y ait eu des contre-sommets qui ont pu faire venir par exemple des syndicats ou des enseignants parler de leur métier, oui. Parce qu'on leur dit qu'ils vont corriger les copies plus vite, mais certains disent qu'en fait, s'ils ont moins de temps, c'est parce qu'il y a trop d'évaluation et qu'ils aimeraient bien plus de temps pour corriger les copies. Enfin, vous voyez, ça permet de retourner les questions et de ne pas se figurer le travail des gens comme quelque chose de toujours automatisable. C'est ça qui est intéressant dans le anti-IA, qui n'est pas toujours fondamentalement un anti-IA, en fait. Il y a aussi des gens qui aimeraient qu'il y ait un tout petit peu moins, ou beaucoup moins, ou en numérique. Ou différemment, beaucoup plus contenu. Et le fond de la question qui est posée, c'est qui décide, qui finance, quels sont, comme vous citiez mon livre de 2020 tout à l'heure, pourquoi ces développements technologiques ne sont pas plus démocratiques. Et il y a plein de moyens de démocratiser ces enjeux. Oui, ce qui est intéressant dans ces manifestations, c'est qu'on a le sentiment qu'enfin, finalement, on en parle entre nous de ces transformations numériques et technologiques et qu'il en ressort des cas concrets et en l'occurrence, effectivement, pas toujours extrêmes. Et cette idée de pause IA qui semble aujourd'hui complètement anachronique, extrême, totalement décalée, elle a quand même réussi à se faire une place à l'occasion d'une conférence au Sénat récemment, en s'achetant finalement un peu une virginité. Est-ce qu'il y a, selon vous, des infiltrations presque politiques, j'ai envie de dire, pour influencer la marche un peu rapide peut-être de la technologie dans la société ? En fait, il faut bien comprendre d'où vient ce mouvement, principalement issu des États-Unis, qui en fait renouvelle ce qui s'est passé en 2015, quand tout un tas de gens dans la Silicon Valley, vous aviez dû le voir à l'époque, ont signé ces fameuses lettres en disant faut faire une pause, faut arrêter. Dont Elon Musk d'ailleurs. Dont Elon Musk, dont Nick Bostrom, dont absolument tout ce que vous voulez aussi de transhumanisme dans la Silicon Valley, les mêmes qui font les IA aujourd'hui. Oui. Donc cette rhétorique revient. C'est vrai qu'elle s'est un petit peu transformée dans des termes français qui ne sont pas exactement les mêmes, mais elle pose une question de la façon dont on politise le sujet. Faire une pause aujourd'hui dans l'IA, c'est faire une pause dans le capitalisme numérique, c'est faire une pause dans le capital risque, par exemple. Donc concrètement, ça voudrait dire quoi ? Arrêter de payer des salaires dans les entreprises ? Enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont faciles à dire, entre guillemets, et qui ne sont pas faciles à mettre en place et qui mettent un peu le problème à l'envers. Puisque la finalité de ces mouvements, c'est de dire on va mettre des lignes rouges. Vous voyez ? Donc on ne veut pas construire une IA, par exemple, qui soit trop consciente d'elle-même ou qui puisse produire des risques dits existentiels. C'est la fameuse rhétorique des risques existentiels. Et en fait, ça nous suit depuis 50 ans en sociologie des sciences. Il y a toujours quelqu'un pour dire à un moment donné, il faut réguler par les risques. Mais sauf que quand on régule par les risques, on ne pose jamais la question en amont de quelle valeur on veut mettre dans la technologie, quelle technologie on veut. Donc si on veut, entre guillemets, réguler l'IA, la question, c'est pas de la poser ou pas, c'est d'intervenir là où on finance. Et quelles infrastructures on construit, au nom de qui, en fait, et de quoi. Donc moi, je pense que c'est malheureusement un faux débat. Et d'ailleurs, je pense qu'on va avoir les lignes rouges, à mon avis, dans quelques années, à l'échelle européenne ou peu importe. Et on va se rendre compte qu'elles ne servent strictement à rien, parce que ça ne changera rien dans le travail, ça ne changera rien dans l'implantation des data centers. Elles viendront d'où, ces lignes rouges, selon vous ? On a vu déjà des députés, pour le dire ainsi, par exemple, au UK, en Angleterre, signer
des notes d'intention sur le fait qu'il fallait mettre des lignes rouges, ou encore au niveau européen. Donc ça peut venir de ces arènes-là. J'en sais rien, à vrai dire, je connais pas le futur, et c'est pas si important. Est-ce que ça vous semble être déjà quelques lignes rouges, l'AI Act par exemple, le règlement sur l'intelligence artificielle? Oui, l'IA Act présente déjà des lignes rouges, mais qui sont encore une fois une régulation par les risques. C'est pas neutre. Si vous voulez, en Europe, on a plutôt l'habitude de réguler par les droits. Le droit à la déconnexion, le droit à la vie privée, etc., etc. Donc on part de la personne, en fait, si vous voulez. C'est très différent, symboliquement, que de partir de risques, parce que finalement, les risques, on fait d'une question sociale une question technique. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas du tout la même chose. Donc cette régulation est sans doute souhaitable. L'IA Act, a priori, personne n'est contre, mais elle n'interroge pas, par exemple, la technologie au travail. Comment elle se diffuse concrètement? C'est ça les vraies questions, en fait. Alors, moi, je m'étais intéressée à ce sujet du management algorithmique, management par l'algorithme, grâce à Benoît Rotembourg, d'ailleurs, de Regalia INRIA, qui lui-même était rentré dans un groupe de travail de l'ANAC, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. On voyait à quel point, finalement, on était déjà soumis, finalement, au diktat des algorithmes au quotidien dans notre travail. Et c'est le cas, et c'est typiquement ce genre de régulation qu'on a quand même du mal à envisager à un niveau plus élevé. Mais pourquoi? Parce que finalement... Pourquoi est-ce qu'on n'en prend pas conscience? Parce que finalement, c'est pas si gênant que ça, d'après vous? Ah si, c'est très gênant. La surveillance et algorithmique... les syndicats ne se soulèvent pas aujourd'hui sur ces sujets-là. Alors, vous avez un front syndical. Il existe, clairement, sur les sujets de management algorithmique et sur les sujets d'IA. Vous avez des documents assez complets, notamment chez Solidaire et Solidaire Informatique. Il faut les éplucher, c'est intéressant, parce que eux aussi, ils vont regarder de près le travail. Par exemple, Solidaire Impôt a fait une enquête auprès de dizaines de milliers d'agents. Et ils en déduisent que 84% d'entre eux disent que en fait, l'IA n'a pas du tout remplacé les tâches fastidieuses. 84%. Okay. Donc c'est pas mes chiffres, c'est les leurs. Donc à prendre avec les pincettes scientifiques d'un discours qui vient d'un syndicat, mais c'est une étude qui a l'air robuste. Et donc en fait, ils le documentent, et ça c'est intéressant. Donc il y a quand même un front qui se constitue. Après, en France, on n'est pas un pays très syndiqué. La question du syndicalisme est aussi une question éminemment politique. Et puis il y a aussi une question de culture numérique. Oui, éventuellement, mais moi, je ne serais pas si critique que ça vis-à-vis des syndicats. Je pense que ça monte beaucoup en compétences. Ils connaissent bien, en fait, la façon dont les outils numériques se déploient. Ils ont des propositions, parfois, ça peut être intéressant. Donc il se passe des choses. L'idée que l'intelligence artificielle soit finalement pas vouée à devenir une intelligence artificielle générale, avec cette grande menace du risque suprême sur la planète et les êtres humains, mais que finalement, elle continue à progresser dans la société, ça peut être quelque chose de rassurant. Je posais la question parce qu'on est en train de se dire, tiens, avec le départ de Yann Lequin de chez Meta, qui veut monter sa propre boîte pour parler d'IA, de nouveaux modèles mondiaux, un peu en opposition, j'ai envie de dire, à ceux qui... nous font fantasmer une IA générale. Est-ce que ça va pas rassurer un peu tout le monde en se disant finalement ça ne reste qu'un outil technologique? Alors tout le monde, je pense pas. Je pense que vous allez parmi les plus radicaux, ils seront jamais rassurés de rien, en l'occurrence. Je pense que ça dit quelque chose d'intéressant, ce départ de Yann Lequin. Ça dit aussi que la confiance, si on se met dans sa perspective, et il le dit depuis longtemps, dans la faculté des LLM, des modèles de langage, à aller vers ces promesses rhétoriques. C'est un petit peu comme la planète Mars, si vous voulez. On y va, c'est toujours pour dans 30 ans, quelque part. Ça dit que ça fait un peu dégonfler la bulle. Mais nous, ça nous pose une question à revers. Est-ce qu'il faut investir là-dedans, finalement? Est-ce qu'il ne faut pas laisser quelques grandes puissances s'écharper sur l'autel de cette fameuse intelligence artificielle générale et décider de parfois pas faire, parfois faire autre chose? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est malheureusement pas la direction qu'on prend, si on est assez factuel. Vous parliez du sommet de l'IA en début d'année. Il y avait ce projet de 35 data centers qui seront probablement pas tous construits, c'est aussi des effets d'annonce, mais c'est des infrastructures massives et très centralisées, et qui correspondent, du point de vue de l'architecture, à ces fameux modèles de langage. Si on envisage une autre IA, est-ce qu'on a encore besoin de ça, en fait? Donc c'est vraiment, on peut la prendre par tous les bouts. C'est aussi ce qui fait redouter une bulle, c'est qu'on se dit, finalement, on va peut-être construire des infrastructures... qui servent à rien. Voilà. Et d'ailleurs, on se compare souvent au train en ce moment, mais le train, il a laissé des rails. Et on se demande à quoi va servir toute cette puissance de calcul. Alors, il y a d'autres voix en ce moment qui émergent en France et en Europe qui disent, finalement, il faut plutôt investir sur la sécurité de l'IA. Mais c'est la voie de poser. En fait, si vous voulez, ces voies-là... Pas seulement. Mais... Effectivement, je suis d'accord avec vous, il y en a d'autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Investir sur la sécurité de l'IA, c'est aussi faire de l'Europe quelque part la fabrique à sécurité, éventuellement d'outils états-uniens, et surtout c'est conforter un système.
Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Par précaution, on va dire, faut faire de la sécurité. Mm. Et a priori, personne n'est contre la sécurité. Surtout si, au bout du compte, vous avez une IA qui, entre guillemets, vous échappe, si c'est ça vraiment la peur. Mais en fait, vous allez faire travailler une industrie privée pour réguler, entre guillemets, sur les bords, une autre industrie privée. C'est pas une stratégie industrielle du tout. Vous voyez, c'est... Oui, j'entends bien. Alors, l'argument aussi qui est avancé, c'est de construire justement une autre forme d'industrie d'intelligence artificielle avec des modèles plus frugaux, plus petits, plus sécurisés, voilà, différents, une autre Si c'est ça, modèle peut-être. Si c'est ça, d'intelligence peut-être. artificielle qui serait à l'européenne. Mais il serait encore plus intéressant d'envisager la question à l'envers, c'est pour répondre à quel besoin, en fait. Parce qu'on voit bien ici que tout le monde est en train de se dire quand même, cette IA, elle nous est arrivée un peu dessus comme ça par effraction, puis on cherche quoi en faire. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont moins bien. Il y a quand même une emprise au sol, encore une fois, et un impact environnemental qui est très très loin d'être neutre. Qui sera l'objet d'ailleurs d'une discussion dans la prochaine émission. Ah bah parfait. Non, mais il faut en parler évidemment. Mais on se questionne rarement en amont. Moi, quand je vous parle concrètement d'un enseignant à qui on dit tu vas corriger des copies plus vite, ou un fonctionnaire à qui on dit tu vas pouvoir faire telle interaction plus vite, et que ces gens vous renvoient mais mon métier c'est pas ça. En fait, je vais pas plus vite. Ouais. Potentiellement, vous dégradez mon travail. Vous voyez, là, on a quand même une logique qui n'est pas une bonne logique. Voilà. Et je pense que ça pèse aussi sur la société de voir que ces automatismes, parfois, ne sont pas ce qu'on voudrait avoir. Donc, démarrer des besoins, ça sert aussi à ça. Ça sert à interroger comment on améliore le travail, tout simplement. Dans Technologie partout, démocratie nulle part, il y a aussi cette idée que la technologie nous gouverne, pas seulement au travail, mais que ce sont des solutions aussi de surveillance. L'intelligence artificielle, c'est selon vous une arme politique destructive ? Potentiellement, j'emploierai pas ces mots-là, ce sont pas les miens. Après, je pense pas que là, aujourd'hui, si on parle de ChatGPT, ce soit tellement la question. Précisément sur ces sujets, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les modes de monétisation de ChatGPT, c'est-à-dire comment on va passer à une monétisation de ce qu'on appelle l'intention, c'est-à-dire on va parler beaucoup et va pouvoir vous renvoyer quelque chose, et donc on se renferme dans un nouveau système, potentiellement, qui est la suite de l'économie de l'attention, où c'était enfermé par les petites notifications. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Irénée Regnault. Vous étiez sur Smart Tech, c'était votre grande interview. Je rappelle, vous êtes doctorant en sociologie à l'EHESS, spécialiste des questions numériques et de politique spatiale aussi. On n'en a pas parlé, mais ce sera l'occasion de vous réinviter. À très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech sur la chaîne Bismart. Bonne journée à tous.